Bonsoir et bienvenue dans l'émission Écho du Togo sur Vox Africa. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons aborder deux sujets. Ce sont ces deux sujets-là qui vont meubler notre discussion d'aujourd'hui. Nous allons parler aujourd'hui de cette pandémie qui frappe tout le monde entier, en tout cas aucun pays n'est exclu et donc naturellement le Togo en fait partie. Mais avant cela, nous allons parler d'un homme qui a marqué la vie africaine, un homme politique, un littéraire, un diplomate. On va procéder tout de suite par une petite question pour un champion, un petit jeu. Je vais essayer de voir si vous retrouvez un peu la personne dont on va parler dans la première partie de cette émission. Eh bien, cette personne disait, je ne suis pas un héros OS, je suis à la limite un héros AUT, un héros de la lutte africaine, un héros de mon continent, un héros convaincu que l'Afrique s'en sortira et que l'avenir du monde ne se fera pas sans l'Afrique. Mesdames et messieurs, qui suis-je? Ah ben oui, ça tourne un peu le mélange, mais je vais me tourner vers mon invité pour voir si au moins lui se retrouve dans ce dont on va parler. Alors, Monsieur Paye, bonsoir. Bonsoir, Bienvenue sur le plateau de Vox Africa depuis merci. Lomé. Merci. Professeur, de qui est-ce que nous allons parler dans la première partie de cette émission? Oui, sans hésiter, vous l'avez déjà annoncé dans votre introduction, il s'agit bel et bien du Premier ministre Edem Kodo. 100 sur 100. Alors, on va parler du Premier ministre Edem Kodio. Monsieur le professeur, vous le connaissez, vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Lomé. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes un ancien diplomate. En tout cas, moi, je dirais un diplomate parce que, voilà, vous êtes toujours là. Donc, ancien diplomate, si vous voulez. Et au niveau du ministère des Affaires étrangères, vous avez eu à voyager plusieurs fois avec le feu Edem Kodio. Qui est l'homme? Quand on dit qui est Edem Kodio, quelle réponse vous donnerez tout de suite? Bien, effectivement, je vous remercie de m'avoir invité à cette émission parce que inviter quelqu'un comme moi pour venir parler de Edem Kodo à sa disparition, je ne l'avais jamais rêvé parce que jeune à l'école, au collège et au lycée déjà, on entendait parler de Edem Kodo. Et des amis et moi, on suivait toujours ces déclarations lorsqu'il était invité pour participer au débat africain sur RFI que dirigeait à l'époque Madame Madeleine Moukamabano et dans d'autres émissions encore. Mais je n'avais jamais rêvé que j'allais même participer aux travaux de l'Union africaine aux côtés du feu Edem Kodo, puisque vous l'avez dit dans votre introduction, j'ai été diplomate au ministère des Affaires étrangères pendant 10 années où j'ai même occupé le poste de directeur des affaires politiques. Donc, à chaque session de l'Union africaine, Edem Kodo est invité spécial. Et donc, on avait toujours travaillé ensemble. Donc, j'ai quand même connu l'homme. Alors, comment je le connais moi, je décris Edem Kodo comme une personnalité dense et multidimensionnelle. Dense parce que à tous les postes où il était, à tous les postes qu'il avait occupés, il avait démontré sa compétence. Parce que au sortir des indépendances, il était rare de trouver des gens compétents comme Edem Kodo à des postes. Alors, pluridimensionnel parce que Edem Kodo, vous l'avez annoncé aussi, c'est un personnage à multiples casquettes. Edem Kodo, le diplomate, Edem Kodo, l'économiste, Edem Kodo, l'homme politique, Edem Kodo, le littéraire et bien d'autres. Donc, c'est le religieux. Mais je me suis interrogé à plusieurs reprises. Je lui avais même posé cette question à Addis Abeba. Finalement, je ne sais même plus de quelle spécialité il était. Parce qu'il était juriste, économiste, politologue. Il était tout à la fois. Donc c'est pourquoi je disais tout à l'heure que Edem Kodo, c'est un monument. Edem Kodio, un monument, l'homme au CV de 100 pages, si vous voulez. Si vous voulez bien. Eh bien, alors, parlons de l'homme, le diplomate. Quand on parle d'Edem Kodio, le diplomate, qu'est-ce qu'on doit retenir comme ses grandes réalisations, en tout cas ses grandes actions en faveur de la diplomatie? Oui, le diplomate, je dirais d'abord qu'il a été ministre des Affaires étrangères du Togo. Il a été plusieurs fois ministre à plusieurs postes de souveraineté. Ministre des Affaires étrangères, ministre de l'économie et des finances. Maintenant, ministre des Affaires étrangères, sur le plan diplomatique, ce qu'on retient d'Edem Kodo, ce qui fait d'Edem Kodo le grand diplomate, c'est parce qu'il a occupé le poste de secrétaire général de l'Union de l'OUA, ancienne appellation de l'Union africaine, de 1978 à 1984. Et lors de son passage, il a véritablement marqué cette organisation continentale.
Alors quand je dis il a marqué cette organisation continentale, moi je suis historien de formation, c'est au cours du mandat même de Edem Kodjo à l'OUA qu'il a été question de créer un marché commun africain. Lorsque récemment les dirigeants africains ont adopté la ZLEC, cela n'a pas été une surprise pour moi parce que Edem Kodjo était déjà en avance sur l'intégration continentale. Et en matière d'intégration continentale, Edem Kodjo avait une philosophie et avait un projet pour le continent africain. C'était d'aller à l'intégration de façon graduelle. C'est-à-dire il fallait consolider les communautés économiques régionales, les CER, les organisations sous-régionales, avant de réaliser l'intégration continentale en bloc. On ne pouvait pas aller directement à cette intégration. Et Edem Kodjo était l'un de un progressiste, ceux qui ont prôné une intégration graduelle du continent. Et je retiens également du mandat de Edem Kodjo, certains le pensent négativement, mais moi, et en tant qu'historien et adepte de certaines philosophies, la question du Sahara. Alors, le Sahara occidental. Oui, du Sahara occidental. Vous savez que c'est sous son mandat que la République arabe sahraoui démocratique, revendiquée par le Front Polisario, a été admise à l'OUA. Et cela a causé toute une crise diplomatique. Justement, il y a une jeune génération qui nous suit aussi actuellement, qui, il faut l'avouer, ne maîtrise pas vraiment cette affaire de Sahara occidental. Peut-être en 30 secondes, en une minute, vous pouvez nous resituer un peu ce contexte-là. Que s'est-il passé exactement et quel a été le rôle du feu Edem Kodjo? Oui, la question du Sahara, c'est toute une question qu'on ne peut pas déballer sur ce plateau en quelques secondes, mais je dirais tout simplement que le Sahara occidental est un territoire frontalier au Royaume du Maroc qui avait été colonisé par l'Espagne de 1884 à 1975-76 par là. Et lorsque les Espagnols ont quitté ce territoire a été investi par le Royaume du Maroc. Et le Royaume du Maroc dispute la souveraineté de ce territoire avec le Front Polisario, qui est un mouvement indépendantiste qui réclame l'indépendance pure et simple du Sahara occidental depuis 1975 jusqu'à ce jour. Et Edem Kodjo? Oui, Edem Kodjo était secrétaire général de l'OUA lorsqu'il fallait trancher sur cette question. Alors, sous Edem Kodjo, l'OUA a admis la République arabe sahraoui démocratique au sein de l'Union africaine, aux grandes dames du Royaume du Maroc, qui est l'un des membres fondateurs de l'OUA. C'était quelque part aussi avec l'appui de Kadhafi à l'époque? Oui, l'appui de Kadhafi, parce qu'à l'époque, l'OUA, l'un des principes de l'OUA, et même l'un des principes de la charte de l'ONU, c'est l'autodétermination des peuples. Donc il fallait laisser les peuples choisir eux-mêmes leur administration, choisir le mode de gouvernement, etc. Donc le fait pour le Royaume du Maroc de mettre la main sur ce territoire et de ne pas laisser les Sahraouis eux-mêmes décider de leur propre sort était en porte-à-faux, était en contradiction avec les principes de l'OUA. Vous savez que sous l'OUA, il a été question de mettre fin à l'apartheid, il a été question de l'indépendance de la Rhodésie, l'actuel Zimbabwe. Oui, Zimbabwe. Donc l'OUA a beaucoup lutté pour l'indépendance des États africains qui ne l'étaient pas à sa création en 1963. Et donc, fort de ce principe-là, sous Edem Kodjo, l'OUA a admis la République arabe démocratique. Mais cela a causé le départ du Royaume du Maroc de l'Union africaine, voilà, jusqu'à son retour récemment. Très récemment. Et donc, pour boucler cette page du diplomate, on dira, pour simplifier, pour résumer tout ce que vous avez dit, qu'en réalité, c'est au cours du mandat d'Edem Kodjo qu'il y a eu l'adoption de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples africains. Voilà, et tout ce que nous voulons. Alors, professeur, pour revenir sur le plan politique, c'est à ce niveau justement que l'homme est un peu controversé. Il y en a qui pensent que c'est un grand homme toujours, il y en a qui ne partagent pas cette assertion. Et puis je vais vous lire un peu la déclaration de Goran Binafam qui dit « La seule chose que je retiens de Edem Kodjo est qu'en 1994, il a préféré l'UTD pour former une alliance de gouvernement avec le RPT, faisant ainsi perdre à l'opposition une majorité pour le moins acquise de haute lutte dans les urnes.
Donc, en tout cas, Edem Kodjo, depuis ce temps, a choisi de servir la dictature qui régente notre pays. Ça, c'est Coran Binafan. Et pour finir, juste avec les histoires de déclarations dans ce sens, je citerai le professeur Apedo Ama, que vous connaissez très bien, qui écrit sur sa page Facebook, il dit, je le cite fidèlement, est-on un grand homme parce qu'on a soutenu une horrible dictature militaro-fasciste contre le peuple togolais, et ce, de père en fils? Est-ce que vous comprenez ces critiques formulées à l'endroit d'Edem Kodjo? Oui, je peux comprendre ces critiques formulées à l'endroit d'Edem Kodjo de la part des gens qui sont engagés politiquement. Moi, en tant que chercheur, en tant qu'enseignant universitaire, je ne peux pas aussi avoir tout à fait la même vision sur le personnage d'Edem Kodjo que les deux que vous venez de citer. Pour vous, Edem Kodjo était-il un grand homme? était un grand homme en politique. Vous savez, la politique, l'histoire a montré que le radicalisme pur n'a jamais payé sur le plan politique. Je prends au mot les gens, Edem Kodjo que les gens critiquent à tort et à travers, à l'interne au Togo ici, par rapport à ses engagements politiques. Edem Kodjo n'a pas été toujours collaborateur de Eyadema, par exemple, jusqu'à l'avènement de la démocratie. Edem Kodjo a fait l'exil également. Edem Kodjo était un opposant à ce régime. C'est à la faveur de la conférence nationale et de l'amnistie générale qui avait été adoptée, je crois, dans les années 91 par là, que Edem Kodjo est rentré au pays pour participer à la vie politique. Mais que pensez-vous de l'incident de 1994? Oui, l'incident de 1994, moi je l'analyse à double sens. C'est vrai qu'on nous a servi toute une littérature sur le fait que Edem Kodjo et Agbo Iber auraient signé un accord. Et c'était entendu que celui qui aurait le plus grand nombre de sièges, c'est cette personnalité-là qui devait être désignée comme Premier ministre. Mais vous savez, en politique, il y a plusieurs éléments qu'il faut prendre en compte. La Constitution de l'époque permettait, l'article 66, je crois, si je ne me trompe pas, permettait à Eyadema de choisir le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Par rapport aux intérêts politiques de Eyadema, Eyadema savait qu'il était beaucoup plus difficile pour lui de travailler peut-être avec Agbo Ibor que Edem Kodjo. Alors, qu'à cela ne tienne, si le choix de Eyadema est porté sur Edem Kodjo et qu'il a accepté, Edem Kodjo n'avait pas renoncé à la majorité que le CAR et l'UTD formaient. Et la sagesse politique aurait voulu que peut-être de l'autre côté, l'autre leader accepte et marcher avec et faire avec pour voir si le combat qui est mené ne peut pas avoir une autre allure. Mais tirer sur lui et je crois le CAR avait pratiqué la politique de la chaise vide pendant plusieurs mois à l'époque au Parlement. Est-ce que cela a été payant? C'est pourquoi moi je dis toujours que c'est vrai qu'en politique, il y a des comportements, des actes qui fâchent, mais si on comprend réellement ce qu'on appelle la politique, certains actes des dirigeants n'allaient pas être interprétés de façon superficielle. Il faut quand même parfois comprendre certaines réalités et trouver le contrepoids de certaines actions. Quand vous prenez, par exemple, quand nous remontons un peu vers 2005, à la mort au décès du général Eyadema, on a vu le fils est arrivé, le président Faure est arrivé, et on a constaté que Edem Kodjo a été le premier ministre, en tout cas le tout premier ministre du président actuel, Faure Gnassingbé. Et donc les gens se disent, voilà un des membres fondateurs du RPT qui est toujours là à chaque fois que le régime est en difficulté. Oui, est-ce que ça aussi c'est une coïncidence? Oui, pas coïncidence, mais il faut comprendre Edem Kodjo. Moi, je dis toujours que c'est une personnalité politique que les gens n'ont pas toujours compris au Togo. Il a une démarche. Il s'inscrit dans une perspective de comment dirais-je, de politique, si vous voulez, de collaboration afin d'aboutir à un résultat. C'était pas un radicaliste? Non, il n'était pas radical. Alors, quand vous dites que c'est les gens qui ne comprennent pas au Togo, mais je me rappelle que récemment, en tout cas lors de cette toute dernière mission du côté du Congo, il a été désavoué. Est-ce que finalement, c'est seulement les Togolais qui ne le comprennent pas, Kodjo? Désavoué, mais il a mené, c'était dans les médias que les gens ont
l'ont critiqué par rapport à ce que les Togolais pensent de lui. Mais on lui a laissé le travail, il l'a fait. Il a essayé de réunir les Congolais autour d'une même table. Alors, faut-il laisser le consensus de côté et aller à l'affrontement? Ça, c'était Edem Kodjo, l'homme du consensus. Face à certaines situations, le pire et la réalité, il fallait faire un choix. Et lorsque Edem Kodjo, en politique, fait un choix allant dans le consensus, dans un sens consensuel, il a toujours été décrit, et surtout par les radicaux, et ce qui est normal. Moi, je ne trouve pas à ceux qui critiquent Edem Kodjo d'avoir été celui qui a fondé le RPT parce que c'est lui qui a rédigé les thèses. Vous pensez tout simplement que ces détracteurs sont dans leur rôle, c'est ça? Oui, ils sont dans leur rôle. Alors, on va boucler la page Edem Kodjo, professeur, mais on a parlé du diplomate, du financier. Oui, financier parce qu'il a été administrateur du FMI également, ce que les gens ignorent, ministre de l'économie et des finances. Absolument, au FMI, ce que les gens ignorent, un grand religieux. Pour boucler cette page-là, vous qui avez eu à voyager avec lui beaucoup, est-ce que vous vous retenez par exemple une petite anecdote de lui pour passer à autre chose? Non, petite anecdote. Moi, je me rappelle quand j'étais directeur des affaires politiques, la première fois qu'il m'a découvert en train de rédiger certaines notes pour le ministre, il a été séduit, il était content. Il me dit, mais directeur, continuez sur cette lancée, vous allez grandir. Et je lui répondais que, mais on ne peut jamais être comme vous. Il dit, c'est faux, vous pouvez le faire mieux que moi. Ce qu'il m'avait dit dans le rôle de la Commission de l'Union africaine. Je vous le souhaite, professeur. Parlons à présent du Covid-19. Alors, depuis un bon moment déjà, c'est l'actualité qui monopolise les médias. On ne parle que de ça. On ne parle plus d'économie, on ne parle plus de politique, on ne parle plus de ceci. Aujourd'hui, c'est la crise sanitaire mondiale. Bon, aujourd'hui, quand on parle du Covid-19, quelle est la réalité, l'impact géopolitique que cette crise sanitaire peut avoir sur le monde et précisément sur l'Afrique? L'impact géopolitique, surtout, c'est sur le plan économique et financier. Vous savez que Covid-19 a ralenti pratiquement l'activité économique dans le monde et nos pays africains sont très dépendants de l'aide extérieure sur toutes ses formes. Alors, quand les nations industrialisées qui nous soutiennent tous, cela veut dire que les Africains aussi vont tousser. Donc déjà... Au sens propre comme au sens figuré. Oui, déjà, oui, au sens propre comme au sens figuré. Oui, donc cela veut dire que les gens prédisent déjà même une récession économique en Afrique dans les toutes prochaines semaines, ce qui montre que l'interdépendance entre l'Afrique et les autres continents est très, très forte. Et donc, d'une crise sanitaire, on va forcément aboutir à une crise économique et même politique. Parce qu'avec la crise sanitaire, le tassement des ressources va faire que, si on ne fait pas attention, les tensions sociales peuvent se multiplier ça et là sur le continent. Et cela, quand on parle de tensions sociales, entre le social et le politique, il n'y a pas... La ligne de démarcation est très difficile à identifier. Voilà, donc ce qui veut dire que d'une crise sanitaire, on peut aboutir à une crise politique dans les pays africains. Il y a des thèses qui circulent un peu partout sur les réseaux sociaux, notamment. On parle de complot. Pensez-vous que le Covid-19 est une affaire de complot, un virus créé peut-être? Et si c'est le cas, dans quel but? Bon, vous savez, c'est ça, moi, mon problème avec les gens et puis parfois des collègues universitaires aussi. Moi, même au niveau de l'université, cet avis est partagé. Oui, certains collègues le disent, mais moi, je suis quelqu'un, de par ma formation, on ne peut jamais engager des débats sur ce dont on n'a pas les preuves. Moi, je suis historien, c'est ce qui est qu'on raconte. Donc, tant que je n'ai pas de preuves d'un complot contre, je ne sais pas contre qui, parce qu'au départ, les gens disent que c'est un complot contre l'Afrique, parce que quand la crise était vraiment à son pic en Europe, où les Italiens, les Espagnols et plus tard les Américains mouraient en masse, vous allez voir qu'il y avait des voix occidentales qui parlaient de l'Afrique, que l'Afrique, voilà, l'hécatombe, etc. Et les gens ont interprété cette tendance comme si on espérait que l'Afrique sombre. Donc ça a fait que certains ont pensé que c'est un complot. Maintenant, la crise sanitaire est née en Chine. Ensuite, elle a gagné l'Europe, les États-Unis. Je me dis, mais qui est le comploteur et qui est le victime et la victime? Donc c'est pour cela que moi, c'est lorsque je verrai les preuves tangibles
que ce virus a été fabriqué dans un laboratoire par X et envoyé à Y à telle fin, c'est à partir de ce moment que moi, en tant qu'intellectuel, je peux polémiquer là-dessus. On nous a prédit des millions de morts, mais jusque-là, l'Afrique résiste. Bon, c'est vrai que quand on prend un peu les statistiques en France, on se rend compte que 93 ou 94 des personnes qui décèdent de l'autre côté sont au-delà de la soixantaine, et ça veut dire que c'est la jeunesse de la population africaine qui fait la chance par ici. Ce virus-là même a mis en œuvre l'intelligence humaine des scientifiques, parce que jusqu'à présent, même on n'est pas arrivé à connaître avec fiabilité le mode de transmission. Regardez, on se retrouve pas vraiment. Oui, on ne se retrouve pas totalement, parce qu'en France, il a été question de porter ou de ne pas porter les masques. Après, on est revenu, il faut toujours porter les masques. Dans certains pays, le port de masque est décrété, comme au Cameroun, en Côte d'Ivoire, etc. Aux États-Unis, Donald Trump a hésité pendant longtemps. Même il n'écoutait même pas son conseiller. Il a refusé même de porter le masque. Oui. Au Royaume-Uni, le Premier ministre Boris Johnson, jusqu'à ce que lui-même il en fasse les frais. Donc ça fait que finalement, cette affaire, cette crise sanitaire-là, on ne sait pas pourquoi en Afrique, l'Afrique réussit quand même à contenir. Moi, j'ai eu une appréhension. Je me dis que heureusement que la crise n'a pas commencé en Afrique. Ou bien l'Afrique n'a pas été la première partie du monde après la Chine à être touchée. Donc ça a permis aux Africains de prendre les dispositions. Et la fermeture des frontières, les premiers cas suspects ont été rapidement mis en quarantaine. Et tout ça là a favorisé l'Afrique. D'autres scientifiques aussi disent que la chaleur ambiante en Afrique aussi en est une cause. Il y en a qui contextent un peu comme chloroquine par ici, chloroquine par là, etc. Donc ça fait que finalement cette crise-là... On ne sait plus vraiment à quel sens. Oui, bon, maintenant, on va aborder encore 2 questions et puis on va clôturer malheureusement cette émission. Mais professeur Kpaye Kofi Bakayota, j'aime bien votre nom, hein, Bakayota. Alors dites-nous, aujourd'hui... on parle de l'annulation de la dette. C'est encore l'actualité aujourd'hui. Et la France qui a fait un lobby, bon, vous connaissez toute l'histoire. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette affaire d'annulation l'annulation de la dette, effectivement, je sais pas, ça suscite d'abord des interrogations. Nous avons en face de nous une crise sanitaire. C'est vrai qu'il faut être dans la perspective. On sait que ça va déboucher sur une crise économique et d'ores et déjà les amis du continent africain, comme la France par exemple, commencent à faire du lobby pour que la dette soit annulée. C'est vrai, quand on annule la dette des pays africains, moi ce qui me gêne en tant que profane économiste, je ne suis pas économiste, mais je ne sais pas ce qu'on fait de l'argent là qu'on devrait verser, qu'on n'a pas pu verser. Donc, ce que les États africains doivent payer en termes de dette et qu'on dit qu'on annule cette dette. Certainement pour faire face à la crise sanitaire. Voilà, donc il faudrait dans nos pays africains, le problème que nous avons, c'est la question de la gouvernance et de la transparence dans les chiffres. Si réellement l'annulation de la dette peut nous permettre vraiment de ne pas sentir les effets économiques et sociaux de cette crise sanitaire, alhamdoulilah, comme disent les musulmans, ce serait une bonne chose. Mais si ce n'est pas le cas, ça ne vaut pas la peine. Mais si la crise vient nous atteindre sur le plan social, sur le plan sanitaire même, on n'a rien compris, mais après on nous dit qu'on a annulé une dette. C'est là où, intellectuels que nous sommes, on se pose des questions. Professeur, le Maroc lance un appel à l'unité d'action contre le Covid-19. Une bonne stratégie, qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, le Maroc est dans sa stratégie. Vous savez que l'une des grandes préoccupations du Royaume du Maroc sur le continent africain, c'est la cause saharienne. Parce que le Maroc voudrait avoir un grand ralliement de pays africains pour pouvoir lui faciliter la tâche en mettant la main sur le Sahara occidental. Donc, vous allez voir que sur le plan économique même, en Afrique de l'Ouest, surtout, le Maroc a beaucoup investi dans les banques, dans les assurances. Les télécoms, tout ça. Voilà. Donc, cette question de crise sanitaire, vous savez que le Maroc, sur le plan médical aussi, n'est pas un des moindres. Le Maroc saisit cette occasion pour essayer de... Pour faire de la politique. Pour faire de la diplomatie stratégique à partir des questions sanitaires. Est-ce que le Maroc ne risque-t-il pas de se heurter à un mur? Non, quel mur? Aux intérêts peut-être cachés dans cette affaire? Oui, c'est vrai que, par exemple, le Maroc est revenu à l'Union africaine, vous le savez. Oui, peut-être que ce que le Maroc va
va rencontrer comme difficulté, c'est qu'à l'intérieur de l'Union africaine, il y a des nations qui sont très influentes, des États qui sont très influents au sein de l'Union africaine et qui supportent la cause saharienne du Sahara occidental. Des pays comme l'Afrique du Sud, qui est un poids lourd du continent, des pays comme l'Algérie, qui est un protagoniste même à cette crise du Sahara occidental. Ces pays-là ne vont pas laisser le Maroc saisir cette occasion sanitaire pour faire de la diplomatie stratégique. Un pays comme la Libye, malheureusement déstructuré. La Libye n'existe même plus. Voilà. Professeur Kpaye Kofi Bakayota, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous également, chers téléspectateurs. N'oubliez pas, l'instant présent compte. Bien sûr, il faut observer les gestes barrières contre le Covid-19, mais n'oubliez pas, l'instant présent compte. Vivez l'instant présent, car rien n'est moins sûr que l'instant présent. Mesdames et messieurs, on se retrouve la prochaine fois, toujours sur Vox Africa, la voix d'une Afrique fière.